Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici, de pouvoir présenter les résultats de cette recherche que j'ai menée donc, dans le cadre de ma maîtrise en études européennes. Alors ma présentation, donc, elle est intitulée Représentation du développement durable chez les étudiants polonais, allemands et français. Donc je me baserai vraiment principalement sur les résultats issus de cette étude, de cette recherche, mais je compléterai avec quelques éléments issus de ma recherche doctorale en cours sur les représentations du développement durable des futurs enseignants québécois et français. Et j'utiliserai bien sûr les résultats concernant les Français pour appuyer les résultats issus de ma maîtrise. Donc ma présentation s'inscrit dans une perspective éducative. Je vais donc commencer par présenter brièvement le contexte pour ensuite situer mon étude au sein de ce contexte. Alors, au niveau international, le développement durable a fait son entrée officielle dans le monde éducatif lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992. C'est le chapitre 36 du programme d'action pour le XXIe siècle, donc l'agenda 21, on en a entendu parler ce matin déjà, qui a été élaboré lors de ce sommet, qui est consacré à l'éducation au développement durable. Alors, il y est reconnu que l'éducation sous toutes ses formes et sur tous les niveaux représente un outil indispensable afin de progresser vers le développement durable. Et puis, en 2002, au sommet de la Terre à Johannesburg, les nations ont décidé de proclamer la période de 2005 au 2014, la décennie de l'éducation au développement durable. Donc après un bilan de 10 ans, voilà, on voulait renforcer cette dynamique, ce processus de mise en œuvre de l'éducation et développement durable. Et donc ce plan international de la décennie d'éducation et développement durable fixe 4 axes prioritaires. Promouvoir l'éducation de base, réorienter et réviser les programmes d'enseignement, informer et sensibiliser le public et dispenser une formation pratique. Donc, pour résumer un petit peu tout ça, on peut voir que sur la scène institutionnelle internationale, l'éducation et la formation sont vraiment considérées comme indispensables pour aboutir au projet du développement durable. Alors, dans ce contexte donc de l'éducation et développement durable, les établissements d'enseignement supérieur jouent un rôle très important. Donc il y a la déclaration de Talloires de 1990 qui constitue vraiment la première marque officielle de l'engagement des universités dans ce domaine. Et elle a été signée par 350 universités partout au monde. Et ensuite, au niveau européen, c'est la charte Copernicus qui a été créée en 1994, qui engage moralement les universités signataires. Elle a été signée par plus de 300 universités européennes. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des États, au niveau national? Alors ici, ce sont 3 pays qui m'intéressent, la France, l'Allemagne et la Pologne. Alors, on constate une concrétisation de ces orientations internationales et européennes et un engagement progressif des établissements, des différents établissements. Alors, en France, l'engagement de l'enseignement supérieur découle de l'article 55 de la loi Grenelle I, qui dispose que les établissements d'enseignement supérieur élaborent pour la rentrée 2009 un plan vert pour le campus. En fait, une trame de plan vert a été élaborée au niveau national et déclinée ensuite dans les différents établissements. Donc, l'engagement vers le développement durable est défini au niveau législatif pour la France au niveau national, d'accord? En Allemagne, le système éducatif dépend des Länder, donc des différentes régions, d'accord? Il n'existe pas de stratégie nationale contraignante, mais il existe une volonté commune affirmée dans la déclaration de la conférence des recteurs d'université. Et puis en Pologne, c'est la stratégie nationale pour l'éducation environnementale par l'éducation au développement durable qui pose les jalons de l'organisation de l'éducation et développement durable dans l'enseignement supérieur. Donc il n'y a pas de stratégie spécifique à l'enseignement supérieur.
Alors la question qui se pose est comment éduquer au développement durable, finalement. Alors selon Bob Dickling et Ariane Walsh, ces deux auteurs, la posture face à l'éducation au développement durable dépend des conceptions de l'éducation d'une part et des personnes éduquées d'autre part. Alors pour illustrer les différentes manières de s'engager donc dans cette éducation, il propose le schéma suivant. L'axe vertical donc, représente les conceptions de l'éducation et l'axe horizontal, celle des personnes éduquées. Alors il distingue deux conceptions de l'éducation. La transmissive, qu'on voit ici en haut, d'accord, et la transformatrice qu'on voit en bas de l'axe vertical. Alors l'éducation transmissive, elle vise à transmettre de façon unilatérale des idées définies par un nombre réduit d'experts externes, et son objectif est donc l'efficience et la reproduction sociale. Et à l'opposé de cette éducation se trouve l'éducation transformatrice, selon laquelle le savoir est co-construit dans un contexte donné. En ce sens, la création de nouveaux savoirs est donc influencée par des savoirs préalables et différentes perspectives culturelles. Alors, dans la perspective de la reproduction sociale, donc de l'approche transmissive, les citoyens sont éduqués au conformisme, finalement, autrement dit, à accepter leur rôle dans la société du travail. Ils sont plutôt obéissants et prennent leur place dans les structures hiérarchisées et autoritaires. Cependant, dans une conception transformatrice de l'éducation, les citoyens participent au processus de prise de décision. L'objectif est ici d'éduquer des citoyens critiques, étant capables de questionner le monde actuel et de créer finalement leur propre monde. Donc il y a le caractère, le rôle actif qui est ici souligné, actif et critique finalement. Alors comment moi je me positionne dans tout ça ? Alors pour ma part, je propose de considérer donc cette éducation et développement durable de manière transformatrice et participative. Plus particulièrement, je la considère sous l'angle des questions socialement vives. Donc, pour moi, le développement durable et l'éducation et le développement durable, c'est une question vive. C'est une question qui est débattue, controversée dans les savoirs de référence, dans les savoirs scientifiques, mais aussi dans les discours professionnels, dans les savoirs sociaux, etc. Alors, attention. Une question controversée, un controverse, c'est pas forcément d'être pour ou contre quelque chose. Il y a différentes visions, différentes interprétations, différentes manières de voir des choses, il y a des incertitudes par rapport à une notion, etc. Alors, donc, dans cette approche socio-constructiviste des savoirs, il est donc important d'étudier le déjà là des acteurs éducatifs afin de proposer des stratégies didactiques vraiment appropriées au contexte. Donc, il n'existe pas une seule définition du développement durable. C'est donc pour ça que je trouve pertinent alors d'étudier les représentations des étudiants issus de contextes différents. Alors, je passe maintenant vraiment au cœur de la présentation, donc à mon étude. Donc, j'ai réalisé une étude auprès d'étudiants français, allemands et polonais en master, qui correspond à la maîtrise, ici, études européennes. Alors, la population interrogée est composée de 22 étudiants polonais, 30 étudiants français et 39 étudiants allemands, donc un total de 91 étudiants. Les participants sont âgés de 23 à 27 ans. Alors, c'est pas un échantillon représentatif au sens statistique, voilà, mais ça permet d'avoir des pistes pertinentes qui pourraient être approfondies par la suite. Alors, ces étudiants ont répondu à un questionnaire. Et donc là, je présenterai juste une partie des résultats, bien sûr. Alors, je me baserai sur la question d'évocation spontanée. Dans cette question, les étudiants, ils répondent à la question « Quels mots ou quelles expressions vous viennent à l'esprit quand vous pensez au développement durable ?» D'accord ? Donc, c'est une question vraiment ouverte. Puis, je demanderai que font les acteurs, selon eux, que font les acteurs institutionnels pour le développement durable. Voilà, c'est une question ouverte aussi. Et que faites-vous pour le développement durable? C'est une question ouverte également. Alors, comment ces évocations ont été analysées? En fait, tout d'abord, elles étaient regroupées en catégories, d'accord, selon la proximité sémantique et thématique.
C'est-à-dire, par exemple, le respect de l'environnement, la protection de l'environnement, je les ai regroupés en environnement, d'accord? Ressources, et énergie renouvelable, propre, solaire, etc. Je les ai mises dans énergie, d'accord? C'est pour mieux analyser, traiter les résultats. C'est un choix, hein, bien sûr, hein, voilà. Ensuite, ces éléments, ces catégories ont été analysés en fonction de la fréquence d'apparition et en fonction du rang moyen d'apparition dans la liste. Donc, les éléments cités le plus fréquemment et sur les premiers rangs dans la liste constituent probablement ce qu'on appelle le noyau central de la représentation sociale. D'accord ? Je me base sur la théorie structurale des représentations sociales, mais je ne vais pas approfondir ce cadre théorique. Juste que le noyau, il donne à la représentation sa signification, finalement. Et sa cohérence, c'est l'élément le plus stable de la représentation. Il résiste le plus au changement. Il reste pérenne dans des contextes évolutifs, finalement. Et autour de ce noyau s'organisent les éléments périphériques. Ces éléments périphériques sont cités donc avec une fréquence un peu plus basse et plus bas dans la liste des évocations. Ils représentent en quelque sorte l'interface entre le noyau central et la situation concrète. D'accord ? Alors, et voici les résultats. Donc, l'analyse comparative fait apparaître un accord relatif entre les étudiants allemands et français. Alors, nous voyons donc ici le schéma illustrant les réponses de la question d'évocation spontanée. Alors, ce qu'on voit au milieu, c'est le noyau, et autour, ce sont les éléments périphériques. Alors, les éléments en vert, ici, sont cités par les deux groupes d'étudiants, les Français et les Allemands, et ceux en bleu seulement par les Allemands, et ceux en rouge seulement par les Français. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? Le noyau central de la représentation des Allemands et des Français contient les éléments environnement, avec protection de l'environnement, énergie, renvoyant donc en majorité aux énergies renouvelables et propres, et l'avenir. On peut dire donc que pour ces étudiants, le développement durable, c'est vraiment la protection de l'environnement, par exemple, à travers la gestion énergétique pour les générations futures. Alors, la dimension environnementale, elle est redoublée, précisée, contextualisée dans la périphérie. On voit relativement proche du noyau les catégories écologie et changement climatique pour les deux cas. En plus, les Français, ils évoquent proche du noyau le recyclage. C'est quelque chose qui est vraiment très fort dans les représentations des Français. Puis, un peu moins important, mais quand même très présent, le transport, la consommation, la pollution. Alors, ces termes renvoient vraiment aux comportements pro-environnementaux, à l'éco-efficience, finalement. Pour les Allemands, le développement durable est fortement lié, de manière plus générale, à la gestion des ressources. Par exemple, le développement des ressources propres, pour protéger l'environnement. Alors, on note chez les Allemands aussi une vision plus technocratique, finalement, avec l'idée de faire appel aux sciences et aux techniques comme mode de résolution de problèmes. Mais ces résultats montrent aussi que il y a d'autres éléments qui sont associés au développement durable, même s'ils sont évoqués de manière un peu solitaire et abstraite. Par exemple, l'économie, le développement, la responsabilité pour les deux groupes, mais aussi politique et éducation pour les Allemands. On voit aussi, par exemple, pour les Français, autre croissance. Donc c'est quelque chose, peut-être le développement durable peut être considéré comme un modèle économique alternatif, d'accord ? Mais voilà, ce sont les éléments qui restent un peu isolés. Alors, l'analyse des évocations des étudiants polonais fournit des résultats très différents à ceux des Allemands et des Français. Alors, en premier lieu, sont cités ici les termes équilibre et égalité. Donc, en fait, finalement, ces termes renvoient au terme inducteur de développement équilibré. C'est la traduction polonaise de Sustainable Development. Parce que le questionnaire a été formulé dans les 3 langues. Donc, la question d'évocation spontanée, elle était posée, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez au développement équilibré, d'accord ? Parce que c'est ça la traduction de Sustainable Development. Donc, automatiquement, ce terme est associé plus, à l'idée à l'équilibre et à l'égalité. Alors, aucune mention ici n'est faite à
efficience qui était fortement présente chez les Français et les Allemands. La sphère environnementale et la prise en compte des générations futures ou de l'avenir sont évoquées, mais elles ne sont pas centrales ou moins développées, moins contextualisées. En revanche, la relation entre riches et pauvres, au nord-sud, aux régions riches, régions pauvres, est parmi les plus citées, mais dans les rangs un petit peu plus éloignés, d'accord? Donc, elle est très proche du noyau, du centre de la représentation. Elle apparaît, elle peut peut-être être interprétée comme une déclinaison plus concrète des éléments équilibre et égalité. Et d'autres termes qui sont cités moins souvent peuvent également renvoyer à cette dimension, par exemple le développement et l'amélioration pour équilibrer et pour aboutir à l'égalité. Et on voit également l'évocation de l'Union européenne, qui est citée en termes de financement, apport financier en termes de développement durable, ce qui renvoie donc à l'idée de développement. Il faut savoir que en Pologne, la Pologne a reçu beaucoup de fonds de l'Union européenne pour mettre en place des démarches de développement durable. Donc la Pologne, en quelque sorte, a vraiment profité de cette dynamique de développement durable sur le plan financier. Voilà. Alors, dans le but d'approfondir c'est le résultat de la question d'évocation spontanée, j'ai demandé aux étudiants ce que, selon eux, font différents acteurs, tels que la communauté internationale, l'Union européenne, l'État, leurs communes, etc., pour le développement durable. Alors que les Allemands et les Français prennent peu en compte le rôle de ces instances politiques et institutionnelles, les Polonais semblent être davantage conscients de cette dimension. Ils mettent en avant le caractère vraiment actif des instances internationales et européennes. Alors, selon la majorité des Polonais, la concertation mondiale et l'Union européenne aident, introduisent, créent et fait des efforts. L'Union européenne, plus particulièrement, elle contribue au développement durable et surtout en aidant les pays ou les régions plus pauvres, en fait. En revanche, les Allemands et les Français répondent principalement que les deux instances ne font pas assez pour le développement durable, elles sont moins actives. Alors, en ce qui concerne leur propre action dans ces domaines, les pratiques des étudiants interrogés, aucun des groupes étudiants n'envisage une forme d'action politico-citoyenne ou d'une action vraiment collective, ni dans leur vie sociale, ni dans leur vie professionnelle future. Les pratiques pour le développement durable se limitent aux petits gestes du quotidien pour l'environnement. Par exemple, prendre le bus, trier les déchets, acheter bio, etc. De plus, mes résultats montrent que, de manière générale, l'ensemble des étudiants expriment une attitude positive envers le développement durable. Alors, je passe à la discussion de ces résultats. Alors, si je m'intéresse aux représentations du développement durable chez les étudiants, c'est pour les analyser finalement en termes d'appui et d'obstacles à une éducation au développement durable transformatrice participative. Autrement dit, une éducation vraiment citoyenne et critique. Donc, la confrontation de ces résultats issus de cette recherche avec les caractéristiques d'une éducation transformatrice participative, telle qu'on a vu tout à l'heure, fait apparaître deux principales tensions, au moins, voilà, deux tensions. La première semble se situer entre la nécessité d'aborder la complexité du développement durable dans une perspective d'éducation transformatrice, c'est ce qu'on voit ici à gauche, et d'autre côté, la centration des étudiants sur l'environnement, donc une représentation assez focalisée. Et la deuxième tension se situe entre la nécessité, toujours dans une perspective d'éducation transformatrice, d'aborder vraiment l'organisation collective de la société et, d'autre côté, le recours des étudiants à l'action individuelle quotidienne. Donc l'obstacle à un raisonnement critique et citoyen aurait tendance à augmenter en fonction de la domination du deuxième terme d'opposition qu'on peut voir ici à droite.
Alors, je reviens sur cette première tension, d'abord. Alors, la focalisation sur la sphère environnementale et sur l'éco-efficience, donc observée particulièrement chez les étudiants allemands et français, risque d'empêcher ces étudiants de comprendre finalement la complexité des processus en jeu. On voit l'absence des enjeux sociaux, politiques, économiques et institutionnels, voire éthiques ou philosophiques, qui ont vraiment leur place dans le développement durable. On voit ils sont absents dans le noyau central de la représentation, particulièrement donc en France et en Allemagne. Donc ça confirme ce caractère morcelé finalement. Et peut-être je donne quelques informations de ma thèse parce que ça appuie vraiment ces résultats. En fait, dans ma thèse, je m'intéresse aux représentations des futurs enseignants, donc québécois et français, de sciences de la nature et de sciences humaines et sociales. Et donc c'est une double comparaison finalement entre contexte disciplinaire et socioculturel. Et on voit que la différence entre, en fait, que le contexte disciplinaire a un plus grand effet finalement sur la représentation sociale que le pays, en fait, le contexte socioculturel. Même s'il y a des différences, par exemple, on voit que la représentation des Québécois, elle ressemble beaucoup à la représentation des Français, mais elle est un petit peu plus associée à une dimension monétaire, à l'emploi, à l'argent, en fait. Ce sont des termes qui apparaissent pas dans la représentation des Français. Mais on voit vraiment une plus grande différence entre les sciences de la nature et les sciences humaines et sociales. Ils ont vraiment du mal les étudiants ont du mal vraiment de concevoir une action interdisciplinaire, une action éducative vraiment interdisciplinaire. Parce que, juste pour donner un exemple, un futur enseignant des sciences pense ne pas être assez expert dans un autre domaine, dans le domaine des sciences humaines et sociales, politiques, économiques, pour concevoir une action éducative vraiment interdisciplinaire. Donc là, le rapport à savoir, ça pose question, le rapport à l'expertise, le rapport à savoir, etc. Il y a moyen de poursuivre la discussion, mais je n'ai pas assez de temps ici. Alors, on note également dans tous ces résultats que ni des dimensions critiques, ou très peu, voilà, on peut dire ça, très peu, et très peu de modèles alternatifs sont envisagés par les étudiants. Si c'est le cas, c'est vraiment à la marge. Et bon, je me répète, mais je l'ai déjà dit, la focalisation sur la sphère environnementale est centrée sur une représentation bien particulière de l'environnement. Les évocations comme ressources et énergie renvoient à la réduction de l'environnement finalement à une ressource au service des êtres humains, alors que d'autres modèles pourraient être envisagés finalement. D'autres modèles de l'environnement et d'autres modèles de la société. Oups, non, pardon. C'est trop tôt. En ce qui concerne la deuxième tension, alors les représentations focalisées du développement durable renvoient particulièrement en France et en Allemagne, mais pas seulement. On a vu à l'idée d'éco-efficience, à l'idée des changements de comportement, des bons gestes. Alors cette prégnance de l'action individuelle, même si elle est importante, et de la responsabilité individuelle, ne pose pas le problème de l'organisation collective finalement, mais dans l'approche transformatrice et citoyenne, il est nécessaire de dépasser le niveau de l'action locale et individuelle. Je répète, c'est important, mais il faut le dépasser pour trouver vraiment une bonne distance aux pratiques sociales de proximité, finalement. Alors, ce type de focalisation obstacle, si on peut le dire comme ça, est moins présent chez les Polonais, dont les représentations s'orientent plus vers l'organisation collective de la société, et au moins vers un problème à traiter, la relation entre les riches et les pauvres. Ce que je voudrais souligner, peut-être aussi, alors finalement, ce qui serait important, c'est de trouver aussi un bon équilibre entre la théorie, la vision globale des problèmes et la pratique concrète et locale. Alors, et j'arrive à la conclusion. Alors, tous ces éléments donc représentationnels constituent des spécificités socio-éducatives vraiment importantes qu'il convient, à mon sens,
et dans cette approche transformatrice participative, de prendre en compte lorsqu'on souhaite vraiment engager les formations universitaires dans la mise en place d'une éducation au développement durable, critique et citoyenne. Et enfin, je voudrais juste souligner les enjeux sociétaux qui sont vraiment majeurs. Alors, dans le cadre de cette étude, étant donné que l'Union européenne affiche le développement durable comme un de ses objectifs fondamentaux et transversaux, il existe une stratégie européenne de développement durable pour souligner cet engagement. Les étudiants de master études européennes, ils seront donc potentiellement confrontés, vraiment, lorsqu'ils répondront, par exemple, à un appel à projet de l'Union européenne. Donc, si on veut vraiment former des citoyens critiques, il semble indispensable que l'enseignement tente d'enrichir cette représentation des étudiants en intégrant des éléments complexes, leur interrelation mutuelle et les enjeux qui en découlent. Peut-être pour le terminer un petit peu, pour le conclure en une phrase, à mon sens, ce qui serait intéressant, c'est pas forcément éduquer tout de suite pour le développement durable, mais d'abord sur la notion du développement durable. Voilà. Pour discuter, réfléchir, construire avant d'appliquer. Merci de votre attention.